Et à tous, la crise qui traverse la République démocratique du Congo prend des proportions inquiétantes à la suite des élections non organisées dans le délai constitutionnel. L'accord dit de la Saint-Sylvestre, cet accord qui prévoyait la cogestion des affaires du pays par l'opposition et la majorité jusqu'à l'élection du nouveau président de la République en décembre 2017 est caduque. Le mot n'est pas assez fort. La démarche initiée par le comité laïque de coordination de l'Église catholique qui organise les marches pacifiques et non violentes sur toute l'étendue du pays est-elle une solution à la sortie de cette crise, c'est-à-dire le départ du pouvoir ici et maintenant de Joseph Kabila, ou une autre solution existe pour le déboulonner du pouvoir auquel il entend exercer ad vitam aeternam. République démocratique du Congo, la faillite du pouvoir, avec les invités de la rédaction de RVVS, Martin Sali et Blandi Diafouta, président et secrétaire général du mouvement résistant combattant du Congo, RCK en sigle. Et au téléphone, nous avons enregistré la réaction de l'abbé Noël Mpati. Merci, félicitations à vous également. Merci. Oui, merci pour ça. Alors Martin Sali, croyez-vous au calendrier électoral publié par le Corneille Nangaa pour l'élection de le 23 décembre 2018? Je ne pense pas. Et puis, au départ, déjà en 2016, je crois que les scrutins électoraux devaient être prononcés 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, et selon la constitution congolaise, qui n'était pas respectée, c'est l'article 73. Donc, arrivé en fin 2016, on a vu Kabila s'est maintenu au pouvoir par la force, et en 2017, c'était le même scénario. Corneille Nangaa avait prononcé, quand il est venu ici en France, il avait demandé à la communauté internationale d'accorder encore à Kabila 504 jours, c'est-à-dire 2 ans pour organiser les élections, c'est-à-dire fin décembre 2018. Et aujourd'hui, nous avons tous vu, selon les accords qu'ils ont proposés des Saint-Sylvestre en fin 2016, Kabila n'a rien respecté jusqu'à-là. Je crois pour les calendriers électoraux, les élections n'auront pas lieu en République démocratique du Congo. Est-ce que la majorité a peur de l'alternance, justement? Je pense que oui, parce que déjà nous voulons une nouvelle alternative, pas seulement alternance. Quand on parlait de l'alternance, on devait aller aux élections déjà sans Kabila, parce que l'article 70 dit que le président de la République est élu au suffrage universel d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, pas 2 fois. Et c'est confirmé par l'article 220. Donc Kabila, son mandat a pris fin depuis le 19 décembre 2016. Il est illégitime et extra-illégal. Donc maintenant, il y a un vide institutionnel dans notre pays. Donc Kabila n'a pas droit de se prétendre président de notre pays parce que notre constitution est bafouée par la majorité présidentielle. Donc les calendriers électoraux, je crois, c'est des mascarades qu'ils sont en train de faire. Blandi Diafouta, ne nous le cachons pas, aujourd'hui l'Église catholique semble jouer le rôle de l'opposition au pouvoir de Kabila. Comment expliquez-vous l'inertie de l'opposition politique au Congo? L'inertie, elle se fait voir et elle se fait ressentir aujourd'hui tout simplement parce que nous, au départ, dans la résistance, pour faire juste un bref rappel à l'historique, dans la résistance, nous avons opté pour une non-accompagnement du système en cours. Le système en cours qui est une occupation en République démocratique du Congo. Donc la résistance était déjà partante pour ne pas collaborer avec ce système. Or, l'opposition en République démocratique du Congo a fait l'erreur de vouloir tout justement collaborer avec ce système, se mettre en accord avec des règles de constitution qui ne sont pas respectées d'une part par la majorité présidentielle, mais que l'opposition, elle, se veut respecter que cette opposition, elle est défaillante parce que tout simplement le fait d'avoir collaboré avec ce système, elle s'est fait engloutir par ce système, elle se fait infiltrer par des soi-disant opposants que nous voyons aujourd'hui en tête d'affiche d'opposants, alors que ce ne sont pas des opposants, ce sont des personnes de la majorité du système qui ont infiltré l'opposition pour basculer l'opposition vers le sens où la majorité présidentielle voulait l'amener. Et c'est le cas. Aujourd'hui, l'opposition est inexistante, elle est complètement à terre. L'Église catholique reprend le flambeau, si on peut dire ainsi, mais n'oublions pas que l'Église catholique a contribué aussi à un glissement de M. Kabila au pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo par les accords de la Saint-Sylvestre. Alors nous, on se pose en tant qu'observateurs aujourd'hui, parce que la résistance, dès le premier instant où elle a mis
le doigt sur ce combat, a donné un mot d'ordre qui a été à ce que le peuple soit maître de son destin, que le peuple applique l'article 5 de notre Constitution, qui veut que le peuple soit décideur de son destin et du gouvernement qu'il veut mettre en place. Nous allons alors écouter l'abbé Noël Paty qui a réagi à cette question et qui évoque ce que moi je qualifie d'essoufflement du comité laïque de coordination. Il réagit également à la nomination de Monseigneur Fridolin Ambongo comme archevêque co-adjuteur de Kinshasa par le pape François. On l'écoute. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est l'Église catholique qui joue le rôle de l'opposition au pouvoir de Kabila. Comment expliquez-vous l'inertie de l'opposition politique congolaise? Je vous dirais que c'est une fausse impression. Une fausse impression dans la mesure où vous me posez cette question. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Je ne suis pas porte-parole de l'opposition pour parler de l'opposition. Deuxièmement, une fausse impression parce que beaucoup de gens ignorent le rôle de l'Église. L'Église ne joue pas le rôle de l'opposition. L'Église joue son rôle. Hein? Les espoirs, les joies, les tristesses, les angoisses du peuple sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses de l'Église. Voilà pourquoi l'Église en parle. C'est mal voir les choses quand on dit que l'Église prend la place de l'opposition. C'est faire une fausse lecture de la réalité quand on dit que l'Église prend la place de l'opposition. Et là, je voulais prendre l'Église dans son extension. Ici en France, parce que nous sommes en France, savez-vous que l'Église prend aussi des positions? Il y a eu des choses de mariage pour tous. L'Église a pris la position. Est-ce que ici en France, vous avez appris que l'Église est dans l'opposition? Aux États-Unis, l'Église prend aussi des positions partout dans le monde. Et même à l'ONU, les Saint-Sièges a un représentant de l'Église qui prend aussi position, qui donne la position de l'Église. Nulle part on parle de l'Église être classée à l'opposition. Mais parce que au pays, au Congo, maintenant, je m'informe que j'ai étudié avec lui. Nous avons passé 2 ans ensemble en théologie. Il a fait la théologie morale comme moi. Nous étions tous deux ensemble. Nous avons terminé le même jour à l'Université catholique du Congo présentement. Mon impression, l'Église doit continuer. L'Église continue toujours. Il y a aujourd'hui le cardinal Son Éminence Monsengo qui est là. Mais compte tenu de l'âge et de ses fonctions, telles que la confiance du Saint-Père les démontre, a voulu qu'il y ait un coadjuteur, donc quelqu'un qui sera à ses côtés jusqu'à ce que le cardinal et le pape dira, bon, fin mandat, pour qu'il continue. Je connais bien Monseigneur. Martin Sali, comment réagissez-vous à la démarche initiée par le comité laïque de coordination qui organise justement ces marches pacifiques et non violentes? Est-ce que c'est efficace pour faire partir Kabila? Je pense que si on remonte vers les années 59, plus précisément les 4 janvier 1959, c'était le premier déclic du soulèvement populaire qui nous a amené à l'indépendance, parce que c'était une manifestation pacifique qui était organisée par la BACO à l'époque, et c'était poursuivi par le manifestant qui était sorti du stade d'Ivema. Ils ont montré leur mécontentement et ils se sont soulevés. Et aujourd'hui, je pense que le marche pacifique organisé par les Congolais, pour moi, je ne dis pas que seulement le laïque, le christianisme et le protestant, parce que le peuple qui sort à l'extérieur, ce sont d'abord des Congolais, ce sont des patriotes. Même ceux qui sont tombés sous les balles de Kabila, ce sont des Congolais. Donc, ce sont des initiatives qui sont encourageantes, et puis ça permet aujourd'hui que nous, étant que peuple congolais, selon l'article 5 de la Constitution, on dit le peuple est souverain. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple congolais
sur l'ensemble, doivent appliquer l'article 64 de la Constitution, qui est la désobéissance civile. Parce que c'est bien beau le marche pacifique, mais il faut qu'on puisse aussi passer dans une autre étape. Il faut que de leaders sacrificateurs qui sont sur place sur les terrains, que ce soit le prêtre, le leader opposition, la société civile, il faut vraiment déraciner Kabila, parce que nous avons tous compris, Kabila ne partira que par la force. Aussi longtemps, nous continuerons à manifester pacifiquement, c'est bien beau, mais il faut vraiment passer à l'étape supérieure, la désobéissance civile, qui est les soulèvements populaires. Et les soulèvements populaires, c'est déraciner le régime dictatorial et tyrannique de Kabila qui est sur place, et puis chasser aussi le système, parce que Kabila peut partir si l'ensemble de son système sont toujours là, on aura du mal. Mais on veut vraiment une nouvelle alternative dans notre pays. Donc il faut les soulèvements. Blandi Diafouta, le pouvoir de Kinshasa, un pouvoir faible? Un pouvoir faible mais bien gardé, je dirais. Pour réagir un peu à ce qu'a dit notre abbé Poitiers, effectivement, je pense qu'il se dérobe un peu en disant que l'Église catholique ne joue pas le jeu d'opposition. Sinon, à quoi auraient servi les accords de la Cinco qui a abouti au 31 décembre, donc les accords de la Saint-Sylvestre, s'ils ne se sont pas mis en position d'opposants à cette époque-là encore avec le rassemblement? C'était la Cinco, je pense que c'est une base ecclésiastique, c'était comment dirais-je, il a été mandaté par le Vatican, donc c'était le rôle qu'on a attribué aux prêtres congolais de jouer à ce moment-là un rôle d'opposant, pour tout justement essayer de recadrer les choses. Donc aujourd'hui encore, n'ayez pas peur de le dire, même si effectivement l'église se trouve toujours au milieu du village, mais n'ayez pas peur de dire qu'aujourd'hui l'église catholique remplace ou siné joue le rôle de l'opposition, puisqu'il pousse le peuple à la volonté de dégager le système de Kabila, de dégager Kabila en place. Donc il joue son rôle, n'ayez pas peur de le dire, parce qu'en disant que vous faites en faux fuyant, en disant que vous n'êtes pas vous faites pas l'opposition. Alors quel rôle faites-vous aujourd'hui? Puisque nous voyons que tous les opposants, soi-disant opposants de la République démocratique du Congo, s'allient au mouvement des laïcs, sont même très liés avec chacun dans leur petite communauté, une église qui leur appartient. On a vu avec l'ANC, avec UNC, pardon, avec Améré, qui a une église qui l'appartient, le prêtre qui sont des membres du UNC et qui sont derrière les laïcs. On a vu également avec le mouvement de l'UDPS, avec Félix Tshisekedi, pareil, dans sa cathédrale, dans sa paroisse, où effectivement les membres de l'UDPS sont présents et suivent le prêtre. Donc ne vous cachez pas en disant dans ce cas-là que vous ne faites pas de l'opposition. Ou si vous ne faites pas de l'opposition, pourquoi mener alors dans ce cas-là les mouvements opposants à l'intérieur de vos structures? Ce serait un peu faire un foufouillant. Moi j'appelle ça un foufouillant. Et si on n'arrivait pas à déboulonner Joseph Kabila du pouvoir, qu'arrivera-t-il selon vous? Est-ce que craignez-vous pas l'organisation d'un référendum? C'est possible. Et on dit qu'il veut organiser justement, changer la constitution pour organiser le suffrage indirect pour l'élection du président de la République. Oui, mais c'est ce qui risque de se passer. On l'a dit il y a 3 ans, on l'a dénoncé il y a 3 ans. On a averti l'opposition en place que si Kabila n'allait pas aux élections, la prochaine étape, ce serait tout simplement le référendum. On a vu le cas avec Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc, c'est un procédé qui va suivre son cours. Pourquoi est-ce que dans les accords de la Saint-Sylvestre, je reviens encore sur ça parce que c'est assez important, il y a un article dans lequel le seul pouvoir qu'on accorde au président actuel, à l'occurrence M. Kabila, c'était de pouvoir accéder à l'article 5. Cet article 5 qui donne droit au peuple congolais de voter son représentant par le biais des élections, mais également par le biais du référendum. S'ils ont mis l'accent sur cet article-là et qu'ils ont donné plein pouvoir à Kabila de l'utiliser, tout simplement parce qu'on va arriver à ce procédé de République démocratique du Congo, la faillite du pouvoir, avec les invités de la rédaction de RVVS, Martin Sali et Blandi Diafouta, président et secrétaire général du mouvement résistant combattant du Congo, RCK en sigle. Et au téléphone, nous avons enregistré la réaction de l'abbé Noël Mpati. La communauté internationale face à la crise congolaise. On écoute l'abbé Noël Mpati. Et vous, la communauté internationale n'est pas réagi rigoureusement aux violences qui ont secoué le pays le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Là aussi, j'aimerais vous dire que comment je réagis. Bon, je sais que devant une situation de manque de droits de l'homme, tout le monde peut
réagir. On doit réagir. Mais je constate aussi qu'il y a des réactions en silence et je constate aussi qu'il y a des réactions avec parole. Bon, je n'ai pas vérifié si la communauté internationale a réagi avec silence ou avec parole, mais ce que je sais, une telle situation ne peut ne pas susciter la réaction. Peut-être pas ce que nous attendons, nous, mais la réaction, il y en a eu. Voilà. Blandi Diafouta, comment expliquez-vous le mutisme justement de la communauté internationale face à cette crise? Alors, le mutisme est assez effrayant, parce que quand on dénote le nombre de morts qu'il y a déjà en République démocratique du Congo, je pense qu'on ne cessera de le répéter, 12 millions, et qu'on voit à quel niveau les gens ont été massacrés encore le 31 décembre, le 21 janvier, et que cette communauté, si on peut dire ainsi, internationale, qui se fait appeler ainsi, ne réagit pas. Tout simplement, je pense qu'on l'a suffisamment dit, mais les gens ne le comprennent toujours pas, c'est que les intérêts financiers aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, dépassent l'entendement même de l'être humain. Les intérêts financiers aujourd'hui dépassent même la valeur humaine. D'où ce mutisme, parce que la plupart de ces membres de la communauté internationale sont ceux qui sont aussi les membres des multinationales qui exercent chez nous en République démocratique du Congo, qui volent, qui pillent, qui installent les dictateurs en Afrique, qui font un système, qui mettent le franc CFA pour dominer un système économique, pour dominer l'Afrique. Donc ce sont tous ces multinationales qui font partie de cette communauté internationale. Donc c'est effrayant de dire que c'est normal qu'ils se taisent. C'est effrayant de le dire même, parce que on se dit, mais ce n'est pas possible, ce sont des êtres humains quand même qui sont derrière ces multinationales, ce sont des êtres humains qui sont derrière ces États, et pourquoi est-ce qu'ils devraient se taire? Mais parce que pour eux, l'intérêt financier n'a pas de valeur, n'est pas égal à la valeur humaine, tout simplement. Martin Sali, comment jugez-vous l'action de la MONUSCO au Congo? Mais au contraire, c'est très très médiocre. Pourquoi je dis c'est médiocre? Parce que je peux dire aussi que la MONUSCO est complice de massacres qui s'est passé en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 20 000 casques bleus sur l'ensemble du territoire congolais. La MONUSCO est là tant que les garants, parce qu'il fait partie comment dirais-je, la commission de sécurité de la minière. Et vous avez parlé aussi le massacre qui s'est passé le 21 janvier et le 31 décembre. Moi, je peux rajouter encore, il y a eu les massacres sur l'ensemble du territoire congolais. Au Kasaï, on a vu les cas des Kamwena Sampou, et à Beni, à Butembo, nord-sud Kivu, un peu partout. Actuellement, il y a le massacre qui s'étend vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais à quoi sert la MONUSCO en RDC? Moi, je crois la MONUSCO, ils sont là pour servir les intérêts de la communauté internationale. Parce que pendant qu'ils sont là, le peuple sont massacrés, le peuple souffre. Maintenant, on peut dire que même les médias, la bouche cousue, les yeux fermés, ils ne font rien. On dirait qu'ils sont là pour encourager, au contraire, ces pillards pour massacrer. Parce que les multinationales, quand il vient, qui sont ces multinationales? C'est la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, et ainsi de suite, j'en passe. Même s'il vient exploiter nos richesses minières et naturelles, ils doivent les faire légalement et légitimement. Mais si il vient exploiter pour exterminer la population congolaise, c'est pour ça que nous sommes en train de déplorer et de condamner la présence de la MONUSCO qui ne fait rien en RDC. Ils n'ont qu'à répartir chez eux. Voilà tout ce qu'on demande. Et comment expliquez-vous justement le silence de la France par rapport à cette situation? Mais c'est pour ça que nous avons interpellé M. Macron, avant même M. Macron, à l'époque de M. Sarkozy, nous l'avons interpellé, nous avons interpellé M. François Hollande, ainsi que toutes les autorités françaises pour leur signifier, tiens, il y a les massacres en RDC, tous les jours, le peuple congolais meurt, parce que les droits de l'homme sont bafoués dans notre pays, mais maintenant, M. Macron, il a reçu autant des dignitaires congolais qui viennent peut-être ici, et surtout les contrats, et il faut pas cacher la face, les contrats de parc des Virunga, les contrats des pétroles des Lituri, il y a Total qui a la mainmise dedans. Mais maintenant, il faut que
Monsieur Macron ou la communauté, comment dirais-je, européenne, puisse dire à Kabila stop. Un président qui est illégitime. Pour les Vaticans, c'est que j'entends le prêtre, ils sont en train de dire, mais on va laisser Kabila jusqu'à quand? On veut exterminer le 90 millions d'habitants pour dire, bon, maintenant, Kabila doit partir. Et on a vu encore, je rajoute, l'infiltration au Bandoudou avec tous les Tutsis qui descendent avec des vaches empoisonnées. Et quand on voit tout ça, on se demande où va la RDC. Si Kabila persiste, c'est parce qu'il y a la complicité aussi de la communauté internationale. Les désordres en RDC profitent donc à tout le monde. Le Congo, le pays en coupe réglée parce que dominé, exploité. Les Congolais ne sont-ils pas responsables de cette crise-là aussi? Bien sûr que oui. La responsabilité est partagée, hein. La responsabilité est partagée tout simplement parce que quand je parle des Congolais, je ne parle pas du peuple congolais, puisque le peuple congolais au jour d'aujourd'hui n'a pas d'informations, n'a pas les éléments pour pouvoir faire la bonne analyse de ce qui se passe, même si elle se passe face à leurs yeux, face à leur sol, n'a pas les bons éléments. Mais ce que je condamne, les Congolais dont je parle, ce sont les Congolais qui sont dans cette classe dirigeante. Ce sont les opposants, ce sont les députés, ce sont les sénateurs, ce sont même les conseillers de mairie, de communes, tous ces gens qui ont l'information nécessaire pour savoir qu'aujourd'hui nous vivons sous une occupation premièrement et que l'état de la gouvernance qui se passe en Congo est un état catastrophique. La gouvernance est plus qu'une malgouvernance qu'il y a en République démocratique du Congo. Donc la responsabilité des Congolais se situe à ce niveau-là. Maintenant, le devoir du peuple congolais, l'obligation du peuple congolais, c'est de faire en sorte que le changement se fasse. Et ce changement-là ne peut se faire que s'il prend conscience du malheur qu'il vit chaque jour et qu'il identifie l'auteur de ce malheur-là. Et aujourd'hui, le peuple congolais commence à identifier le malheur, le donneur d'ordre à ces malheurs. Aujourd'hui, le choléra, vous vous rendez compte, le choléra qui a disparu de la circulation du sphère humain depuis des milliers d'années, revient en République démocratique du Congo. Et elle tue chaque seconde. Mais le peuple ne réagit pas. Alors moi, j'ai tendance à dire au peuple congolais, ceux qui sont victimes de cela, identifiez votre assassin, identifiez le porteur du choléra, identifiez celui qui vous affamine, identifiez celui qui vous fait payer l'électricité alors que vous êtes en délestage, que vous n'avez pas d'électricité, identifiez celui qui fait payer des factures d'eau alors que vous n'avez pas d'eau potable, identifiez ceux qui viennent vous dire que vous devez payer la taxe foncière alors que le terrain est en éboulement, que votre maison est en train de tomber en ruine. Donc le peuple congolais doit identifier ces auteurs-là et c'est à ce moment-là que le soulèvement populaire se fera réellement, que le peuple congolais accomplira son devoir et son obligation du soulèvement populaire. Martin Sali. Oui, monsieur Robert Congo, vous savez, le peuple congolais sont conscients de ce qui se passe en RDC. Le peuple congolais, actuellement, il y en a ce que vous avez dit, on les appelle les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. C'est la majorité, on les trouve dans l'opposition, dans la majorité présidentielle, voire la société civile. Mais aujourd'hui, les peuples congolais ne sont pas dupes de ce qui se passe. Il y en a partout. Et voire même aujourd'hui, la prise des consciences. Je parle de la prise des consciences, il y en a en RDC. Et maintenant, il faut que le peuple congolais puisse comprendre une chose. C'est que je peux dire aux Congolais. Les accords d'Addis Abeba, du 24 février, c'était en 2013, c'était en Éthiopie, à Addis Abeba, c'était l'accord cadre, c'était pour la pacification, la paix, et puis des Grands Lacs. Ils ont réuni plus de 11 pays avec l'ONU. C'est parce que dans la tête de notre pays, il y a nous sommes sous occupation, parce que déjà le premier occupant dans notre pays, c'est Joseph Kabila, c'est Hippolyte Kanambe Kabila. Kabila, un tout Rwandais qui a pris le pouvoir par la force, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en assassinant Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, tout son avis, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, les peuples congolais souffrent. Et les plans de Kabila avec Kagame, parce que c'est la complicité de Kagame, Museveni, eux, les autres multinationales, y compris la communauté internationale, c'est balkaniser notre pays. C'est pour ça le peuple congolais, nous devons s'élever, nous devons nous battre, continuer à nous battre pour essayer de mettre fin au système de la Kabylie. Daniel Fouta, que pensez-vous justement de la présence de Kagame à la tête de l'Union africaine?
Alors ça a été un choc, mais pas un choc inattendu. On se doutait qu'effectivement, après l'acceptation des réfugiés africains de la Libye en Rwanda, ça cachait quelque chose. Donc effectivement, la réponse a été donnée. Kagame est devenu président de l'UA. Maintenant, ça voudrait dire que Kagame, déjà président du Rwanda, a réussi à balkaniser l'Est de la République démocratique du Congo, a créé un génocide sans nom. Aujourd'hui, à la tête de l'Afrique, que va-t-il faire dans les autres pays africains? Et ça, j'en appelle à tous mes frères et sœurs africains, à ces mêmes dirigeants que nous n'avons pas votés, mais qui sont là, qui ont été mis en place par le système de la communauté internationale, que faites attention. Aujourd'hui, vous rigolez du peuple congolais, vous sous-estimez le malheur du peuple congolais. Demain, cela arrivera en Côte d'Ivoire, demain, cela arrivera au Cameroun, demain, cela arrivera en Afrique du Sud, cela arrivera au Togo, cela arrivera au Mali, cela arrivera dans tous les pays africains. Parce que Kagame est un assassin, un sanguinaire, qui ne vit que de sang et qui veut promouvoir l'ethnie Tutsi. Donc, tant que l'ethnie Tutsi n'a pas envahi l'Afrique entière, Kagame ne s'arrêtera pas à la République démocratique du Congo. Donc, sa venue en tant que président de l'UA est une erreur fatale pour tous les présidents, soi-disant présidents africains qui sont à la tête de nos pays. Et j'en appelle au peuple africain également de vous soulever partout où vous verrez qu'une institution rwandaise, Tutsi, je dis bien rwandaise, Tutsi, se met en place dans votre pays, réagissez immédiatement. Ne laissez pas comme nous, en République démocratique du Congo, nous avons fait depuis le temps de Zaïre, laisser des infiltrés venir au sein de nos institutions, au sein de nos industries. Et aujourd'hui, nous sommes dans une infiltration où il n'y a plus de place pour le Congolais lui-même, puisque le Congolais lui-même est englouti, le Congolais lui-même pour avoir son pain, même si aujourd'hui on traite nos frères et sœurs de collabos, ceux qui mangent avec le système, ceux qui sont là, même qu'on met en devant, je vais citer un nom tout bête, Mende, qui est là, le porte-parole de ce gouvernement, même si on lui jette la pierre au visage, mais il est quelque part pris au piège dans ce système qui nous a tellement bien infiltrés en République démocratique du Congo, qu'il devient difficile de s'en découdre. Donc les autres pays africains qui n'avaient pas encore eu cette infiltration profonde que nous avons en République démocratique du Congo, c'est le moment de vous réveiller. C'est le moment de ne pas laisser l'emprise de Kagame sur tous les autres pays africains. Si je vais juste réagir sur la balkanisation que nous avons parlé tout à l'heure, c'est effectivement une balkanisation de l'Est du Congo, c'est sûr, mais il y a aussi une volonté profonde d'exterminer le peuple congolais et d'exterminer le peuple africain. N'oublions pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. N'oublions pas qu'aujourd'hui, toutes les richesses que nous pouvons palper ou que nous pouvons imaginer proviennent de cette Afrique profonde. Et que pour que le monde occidental puisse en profiter, en jouir en pleine essence et sans culpabilité, il faut que cette population-là soit inexistante. Et on est sur une voie d'extermination volontaire du peuple africain et surtout du peuple congolais. Kabila, un danger pour l'Afrique. Abbé Noël Paty. Danger au cœur de l'Afrique, avec ce pouvoir autocratique qu'il est en train d'instaurer au Congo. Écoutez mon frère, de par ma foi chrétienne, je suis positif. Et vu l'histoire de notre pays et vu l'histoire du monde, il y a eu des changements. Et il y aura des changements. À notre époque, bon, il y a eu le président Mobutu. Il a fait son temps. Et la page est tournée. Viendra aussi un moment où Kabila, la page sera tournée. Merci Abbé Noël Paty. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre intervention. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Au revoir. Votre réaction, Martin Sali, Kabila est danger pour l'Afrique? Effectivement, c'est un grand danger parce que c'est d'abord un génocidaire sanguinaire. Kabila, c'est un criminel, c'est un assassin. Il est là pour exterminer la population congolaise. Moi, je ne dis pas seulement pour les Congos, mais aussi la population africaine. Parce que Kabila tue tous les jours. C'est une personne qui doit être arrêtée, voire traduite en justice, parce que si on laisse une personne comme Kabila en liberté, il va exterminer toute la population. Et nous, aujourd'hui, en RDC, Kabila, depuis qu'il est là, on voit que les chaos, plutôt la République démocratique du Congo s'enfoncent du jour au jour. Blandi, la même question. Kabila est-il un danger pour l'Afrique? Si Kagame l'est,
Kabila l'est également, puisque nous savons que Kabila est le dauphin de Kagame. Kabila est le sous-ordre de Kagame. Donc si Kagame est un assassin, est un danger pour l'Afrique, Kabila qui est sa main exécutante l'est également. Avenir Congo, Alain Dongisila. République démocratique du Congo, la faillite du pouvoir avec Martin Sali et Blandine Diafoutoua, président et secrétaire général du mouvement résistant combattant du Congo, RCK en sigle. Et l'abbé Noël Paty qui était avec nous au téléphone. Alors vendredi 16 et samedi 17 février 2018, vous organisez une marche contre les massacres et l'occupation de la RDC. Parlez-nous un peu de cette mobilisation. Alors, le vendredi 16 février, vous savez que la date du 16 février est une date commémorative pour nos République démocratique du Congo. En 1992, nous avons eu nos frères congolais chrétiens qui ont été massacrés lourdement à cette date-là. Donc, pour commémorer d'une part ces chrétiens congolais qui sont morts cette date-là, mais également pour commémorer tout le sang congolais qui a coulé depuis ce 16 février 1992 jusqu'à aujourd'hui, 16 février 2018. Donc nous serons au départ de la place du Parvis des droits de l'homme au Trocadéro, puisque c'est symboliquement pour représenter ce parvis a été édifié ici en France pour tout justement marquer l'abus des droits de l'homme qui a été fait à l'époque du nazisme. Donc aujourd'hui, nous nous l'imprégnons pour montrer au peuple français que nous nous identifions également à leur lutte. Le nazisme a meurtri le peuple français, qui les a blessés, qui les a tués et qui leur a en même temps donné un courage énorme pour se battre contre ces dictatures-là. Et nous, le peuple congolais, nous sommes dans cet même état d'esprit, nous sommes dans cette même lutte où tout à l'heure, notre abbé Noël Paty parlait d'espoir. Oui, effectivement, on a de l'espoir, sinon on ne se battrait pas. Mais n'oublions pas que si on dit à un peuple qui est déjà sous-informé, que le temps passera, Mobutu est passé, qu'a-t-il laissé comme conséquence? Kabila va passer, oui, personne n'est inévitable sur cette terre, il passera, mais quelles sont les conséquences qu'il va laisser? Et c'est sur ça que nous devons nous atteler, c'est pour ça que nous nous battons, parce que nous ne voulons pas que les conséquences qu'il laissera après son passage soient des conséquences irréparables. Donc le 16 février, le 17 février, nous serons au départ du Parvis des droits de l'homme jusqu'à notre maison mère, notre ambassade qui nous appartient, qui appartient au peuple congolais, même si on y refuse l'accès. C'est notre ambassade, c'est notre maison. Donc nous serons là à partir de 14h jusqu'à 19h. Donc le trajet sera très court, mais si nous sommes plus de milliers de Congolais que nous sommes ici en France et d'autres dans d'autres pays d'Europe, si vous venez massivement ce jour-là, je pense que le trajet fera le temps qu'il faudra pour que nous puissions arriver dans notre ambassade. Donc j'en appelle à notre peuple congolais, j'en appelle aux Africains, j'en appelle aux amis de l'Afrique de venir massivement ce jour-là, le 16, je rappelle, c'est sur 2 jours, le vendredi 16 et le samedi 17 février. Marchons ensemble, dignement, main dans la main, pour commémorer nos morts, mais également pour montrer que notre lutte est en avant et qu'elle ne cessera pas tant que nous n'aurons pas obtenu notre liberté. Qui sont les organisateurs justement de cette marche? Alors, les organisations, c'est nous-mêmes, le RCK. Nous avons également notre collaborateur, l'APDH, avec Pichou Mongo. Nous avons également le CREF, qui est le collectif congolais des résistants français. Nous avons également tous les autres combattants congolais qui s'identifient à notre idéologie, c'est-à-dire la libération totale du Congo, qui se dit aussi être promoteur du soulèvement populaire. Donc, tout cela, Congolais confondus puissent s'identifier à cette marche, puisque c'est tout d'abord pour la libération de notre peuple congolais que nous marchons, pour notre Congo, pardon, et pour surtout la sauvegarde de notre race, si je peux dire ainsi, vraiment entre guillemets pour les auditeurs qui nous entendent. Je ne parle pas là de race ethnique, mais je parle seulement de la race humaine. L'objectif, Martin Sali, pour tout le monde aujourd'hui est le départ du pouvoir de Joseph Kabila. Mais pourquoi les combattants ne se mettraient-ils pas ensemble? Parce que l'objectif, c'est le même, que Kabila s'en aille. Mais vous avez du mal à vous unir. Comment vous expliquez cela? Monsieur Robert Congo, on n'a pas du mal à chiner. Vous savez, on préfère mieux la qualité que la quantité. Parce que dans tous les combats, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les traîtres. Mais moi, je crois, on est tous appelés les fils et filles dignes de la République démocratique du Congo. À l'époque, quand on a commencé, je pense que vous le savez bien, il n'y avait pas plusieurs mouvements qu'on voit aujourd'hui, mais nous sommes restés dans la vraie résistance. Aujourd'hui,
On a tous vu, l'Église catholique a rejoint aussi la résistance. Il y en a, la société civile, il y en a autant de gens qui ont rejoint, qui ont compris notre cause. Pourtant, il y a 2-3 ans, les autres étaient toujours de l'autre côté, quoi. Quand on disait non, faut rejoindre la résistance. Faut rejoindre la résistance. J'ai dit aujourd'hui, bravo à ceux qui ont compris. Mais la traîtrise aussi domine aussi dans la communauté congolaise. Quand je parle de la traîtrise, vous savez, il y a des gens maintenant qui collaborent avec le pouvoir. On place les pouvoirs des Kabila. On peut pas les en vouloir. S'ils ont choisi et qui se disent combattants. Ouais, s'ils ont choisi leur chemin, admettons travailler avec Bruno Tibala, Emmanuel Ilunga, la mère Mende, Kalev de Laner et Olive Lembe Kabila, tous ces gens qui travaillent avec ces gens-là, ils sont pas des nôtres. Il faut pas se voiler la face. Si vous voulez qu'on se mélange, mais avec qui et pourquoi? Et c'est ça le problème, parce qu'il y a l'infiltration que nous avons et dans les combats, ça fait belle lirette. Ces gens, ils sont là pour nous torpiller. C'est pour ça qu'il y a souvent des spéculations, des calomnies, des mensonges, et qui créent aussi des divisions au sein de peuple congolais. Nous, dans notre côté, nous avons gardé notre cap, notre idéologie pour atteindre notre objectif. Ceux qui sont avec nous, tant mieux, on marche ensemble. Sauf que aussi, il y a encore un grand souci. Les RCK, les résistants combattants du Congo, nous ne sommes pas derrière un parti politique, ni derrière un individu. Nous nous battons pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et tant que mouvement de pression met à caractère politique, pour nous, c'est d'abord le peuple qui prime. Mais pourtant, de l'autre côté, il y a pas mal de combattants qui sont les combattants des partis politiques. Ils sont derrière les partis politiques. Si aujourd'hui, leur parti politique dit on va au dialogue avec Kabila, ils vont aller, mais c'est des combattants. Donc nous n'avons pas la même vision. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu la Cinco et les rassemblements, ils ont dit ils vont au dialogue avec Kabila, nous on avait dit non. C'est pas parce que c'est des prêtres. Donc nous devons comprendre, dans la vie politique que nous sommes en train de mener en RDC, il y en a qui font que Kabila puisse persister. Dans la journée, c'est des combattants et la nuit, c'est des kabilistes. Ça, on n'en veut pas. Martin Sali, parle-nous un peu de la journée du 4 janvier, de la commémoration des martyrs de l'indépendance. Oui. J'étais présent, je dirais que c'était une réussite. Oui, une réussite totale. C'était un événement historique. C'était la première fois sous l'Arc du Triomphe, comment dirais-je, aux Champs-Élysées en plein Paris, qu'on a organisé cette cérémonie officielle. Une démarche qu'on a organisée avec des autres associations pour commémorer le martyr de l'indépendance du 4 janvier 1959. Nous savons tous le 4 janvier 1959, c'était une date, c'était les déclics de la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous savons tous comment ils ont tué la population qui se sont manifestés contre les colons à l'époque. Ils ont tué des gens. Nous, de notre côté, chaque année, le 4 janvier, on commémore, on célèbre, on rend hommage à tous les martyrs qui sont tombés ces jours-là. Et comme il y avait en même temps les autres qui ont massacré aussi depuis l'entrée des Kabila, depuis sa prise de pouvoir en 2001, nous comptabilisons plus de 12 millions de morts. Ces jours-là, on avait rendu aussi hommage à ces 12 millions. Pas seulement le martyr du 4 janvier 1959. Et on continue toujours à rendre hommage à tous ces peuples congolais qui sont meurtris, qui meurent tous les jours. Mais nous devons dire stop au massacre. Et puis aujourd'hui, nous avons compris, et j'ai l'espoir avec le peuple souverain de la République démocratique du Congo, des gré ou des forces, Kabila doit dégager du jour au lendemain. Il doit partir et il est obligé de partir. Kabila doit dégager. Alors, quel est le projet politique du RCK? Oui, écoutez, monsieur Robert Congo, le projet politique que nous avons, c'est d'abord assurer les fonctionnements des institutions de l'État congolais. Deuxièmement, c'est instaurer un État des droits en République démocratique du Congo, et contrer toute tentative au service dictatorial.
qui se passe chez nous. Et puis, garantir la bonne gouvernance pour notre pays, garantir les droits humains, les droits de l'homme aussi. Et puis, nous devons aussi lutter contre l'impunité et assurer l'alternance démocratique dans notre pays. Blandi Diafouta, Kabila et son régime ont failli? Ils ont failli quelque part, puisque dans leur mauvaise gouvernance, ils ont réveillé le peuple congolais. Le peuple qui dormait paisiblement, si on peut dire, pendant des années, dans un sommeil profond où les yeux restaient ouverts, où ils pouvaient marcher et manger, mais ils ne pouvaient pas réagir. Et Kabila a failli parce qu'il a réveillé ce peuple-là. Avec la résistance, bien sûr, pour lui donner un petit coup de main, la population s'est réveillée. Kabila doit partir, ça c'est certain. Mais Kabila n'est que une antenne, n'est qu'une nébuleuse, enfin, n'est qu'un point sur l'essentiel de l'occupation que nous avons en République démocratique du Congo. Si Kabila doit partir, le système qui s'en découle doit partir avec lui. Et c'est sur ça que nous nous attachons. Et c'est là aussi la différence qu'il y a entre certains combattants et nous au niveau du RCK. C'est que nous ne nous battons pas seulement pour dégager M. Kabila, mais pour faire dégager le système qui comprend certaines têtes, je répète, d'opposition, qui sont soutenues par certains combattants que nous décrions comme étant des collaborateurs et des occupants en République démocratique du Congo. Le 4 janvier 2017... Le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2017, ici à Paris, sous l'Arc de Triomphe, a été effectivement quelque chose 2018. 2018, excusez-moi. A été effectivement ici, à Paris, quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu le drapeau de la France, le drapeau du Congo. Main dans la main, l'un derrière l'autre, l'un à côté de l'autre. Nous avons respecté la codification protocolaire de la France et nous avons apporté notre inspiration spirituelle africaine, congolaise sur cette place-là. Et ça fait qu'effectivement cette journée-là a été une bonne journée pour commémorer ce soldat inconnu qui a lutté pour la libération de la France, mais aussi tous les soldats inconnus qui sont morts pour la République démocratique du Congo. Martin Sali, seriez-vous candidat à la présidence de la République? Bien sûr, après le départ de Kabila, je serai candidat à la magistrature suprême en République démocratique. Et le RCK le soutient entièrement. Voilà. Merci Martin Sali, merci Blandi Diafouta. Je rappelle que vous êtes respectivement président et secrétaire général du mouvement résistant combattant du Congo RCK en sigle. Et merci à Noël Paty qui a réagi au téléphone. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Richard qui était à la réalisation. Au revoir et à bientôt sur RVBS 96.2.